Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ comme tous les ans et on va discuter de pas mal de choses qui se passent actuellement sur le marché Pokémon, la boutique, moi en perso, ma collection, etc. etc. J'ai répondu à toutes vos questions qui viennent d'Instagram et de Discord et on va voir ça ensemble. C'est vrai qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses, que ce soit en France, au Japon ou sur le marché au global, et vous êtes assez curieux et on va discuter de tout ça. Ça me permet de répondre à pas mal de choses en une seule vidéo. Il y a de plus en plus de gens qui regardent la chaîne YouTube sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le fait, à mettre un like et un commentaire, ça aide énormément. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que ce vendredi 30 juin à 20 h, je serai en live sur l'application Voct pour une vente aux enchères spéciale carte gradée avec que du PSA. Il y aura du Wizard, du Block-X, du Soleil et Lune, du épée bouclier, de très très belles choses à venir. Donc soyez là vendredi soir à 20 h. Et si vous n'êtes pas encore membre de l'application Voct, n'hésitez pas à utiliser mon lien Card Hunter. Vous avez toutes les infos en description pour obtenir 20% sur votre premier achat sur l'application. On se dit à vendredi. Et on commence tout de suite avec Cassé Payson qui demande si une boutique physique est prévue un jour. Alors je vous avoue que c'est toujours dans un coin de ma tête. Je pense et j'en suis persuadé que je pourrais faire un truc qui serait hyper stylé sur Paris et qui marcherait très bien. La réalité les gars, c'est que si je fais cette boutique physique, bah déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour moi, alors j'aurai plus aucun moment de vie personnelle, de vie privée, et c'est pas quelque chose forcément que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai pas envie de sacrifier ma vie pour la boutique, et donc pour l'instant on va rester comme ça. On verra dans le futur si on se développe, si peut-être il y a des investissements externes qui se rajoutent au projet et qu'on peut embaucher plein de gens. Ça peut être très très cool, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire, et j'ai vraiment des idées derrière la tête qui seraient très intéressantes pour une boutique, mais c'est pas pour tout de suite. On a Destrios qui demande s'il y aura une grosse quantité de stock sur EV3.5 Ultra Premium, etc. Alors je vais répéter, je répète à chaque fois, mais en France, nous n'avons absolument aucune information sur les quantités jusqu'à quelques jours parfois avant la sortie d'un produit. C'est-à-dire que peut-être une semaine, voire 2 semaines grand maximum avant la sortie d'un produit, on va me dire tu as tant de quantité, et il n'y aura aucune discussion. Je vais dire ok, merci, je prends. Je ne vais pas pouvoir demander plus, je peux juste demander moins si j'en ai envie. Mais donc en France, nous n'avons aucune information dans ce sens-là. Donc si vous avez des vendeurs français qui vous font des précommandes sur ce type de série, ne faites pas confiance, c'est du bullshit. Ils ne savent pas eux-mêmes combien ils vont avoir de quantité. Pour ce qui est de la Belgique, les informations que j'ai eues en tout cas, c'est que forcément sur cette série très attendue, on va avoir pas mal de stock a priori, en tout cas en Belgique, donc j'imagine en France aussi. Donc ne vous inquiétez pas, pas besoin de précommander de séries en avance. Soyez un petit peu patient, ne faites pas confiance à la précommande, surtout aussi longtemps en avance. Voilà, commandez pas 3 mois à l'avance des produits. Attendez un petit peu. En tout cas, même en Belgique, ils ont des informations vagues qui ne sont pas forcément des informations finales sur la quantité qu'ils vont avoir. Donc faites attention avec les précommandes. Vous avez vu, il y a eu pas mal de drama récemment autour de ces sujets. On va en reparler plus tard en vidéo. Donc voilà, faites attention avec les précommandes. Nouvelle question par Thomas, quel est le meilleur moyen de se procurer du japonais scellé quand on habite en France ? Alors j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé également quand est-ce que j'allais avoir des displays 151, etc. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de solution miracle, et la seule solution ce serait d'attendre que le marché japonais se stabilise ou qu'il se passe quelque chose au Japon. S'il vous plaît, imprimez beaucoup plus de displays, là c'est plus possible, il faut être réaliste. Pokémon Japon, ils savent très bien que tout le reste du monde veut du japonais, mais pour l'instant ils ne font rien malheureusement, et le marché est en piteux état à cause de ça. Donc il faut qu'ils impriment plus, il nous faut une solution de ce type là. Sinon aujourd'hui, si toi tu veux acheter du japonais, écoute, si tu as de la chance, tu vas acheter sur des boutiques type Okiniland, Obi Genki, etc. Malheureusement les stocks partent en un claquement de doigts, ou alors tu vas devoir acheter soit directement au Japon. N'hésite pas à regarder ma vidéo où j'explique comment acheter au Japon avec un proxy, soit tu vas devoir tout simplement acheter une boutique en France ou acheter sur eBay à des prix qui sont trop élevés. Moi c'est pour ça que je vous propose pas de display 151. J'ai pas envie de vous vendre des displays à 150 € alors que le prix retail c'est 40 €, je vous rappelle, même pas sur un display japonais. Donc voilà, c'est quelque chose je suis pas à l'aise avec, donc pour l'instant moi je vous en vends pas. J'utilise les displays que je reçois parce que j'ai la chance de recevoir un petit peu pour faire des openings, pour passer des moments cool avec vous plutôt que pour profiter et me faire un énorme billet sur le dos de vous tout simplement. Ensuite on a Douglas qui nous demande si c'est risqué d'ouvrir sa propre boutique TCG aujourd'hui. Alors moi j'ai un conseil à te donner, c'est déjà de commencer
ça en tant qu'activité supplémentaire de ton job actuel, de pas te lancer full time sur une boutique pro TCG sans aucune expérience, sans aucun test avant. Aujourd'hui c'est très compliqué, oui, c'est clair. Si tu veux vendre du scellé, tu n'arriveras pas à vendre du scellé parce que déjà tu n'arriveras pas à te procurer du scellé Pokémon, et si tu t'en procures tu l'achèteras plus cher que les autres, donc ça va être très compliqué. Donc moi ce que je conseille c'est de lancer ta petite boutique en auto-entreprise en plus de ton travail et voir si tu arrives à te différencier en vendant des cartes à l'unité, en vendant du japonais, etc. Mais aujourd'hui je pense que c'est très compliqué. Ensuite on a une question intéressante de Choupikemon qui demande si on reverra une carte française dépasser les 500 euros. Franchement c'est une très bonne question, je pense que non. En tout cas sur le bloc Écarlate Violet, si on continue sur des ratios comme on les a aujourd'hui, même sur des séries spéciales comme 3.5 qui arrivent, je pense pas qu'on voit une carte dépasser les 500 euros. C'est vrai, alors qu'on en a eu plusieurs sur épée bouclier, mais les choses ont changé. Donc je dirais non pour l'instant, en tout cas pas dans les prochaines années, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Voilà, on verra. On a Kevin qui me demande si les cartes de sport m'intéressent. Alors honnêtement ça m'intéresse pas tellement les cartes de sport, je sais qu'en ce moment en France ça prend un petit peu d'essor, ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui est implanté depuis très longtemps aux États-Unis. Donc moi ça m'intéresse pas spécialement, c'est un marché qui est assez compliqué, donc je le laisse aux spécialistes et nous on n'en proposera sûrement pas. Peut-être que ça changera dans le futur, mais pour l'instant c'est pas prévu. Alors on a Captain MaxFly qui demande si je vais reprendre le JCC et tenter la qualif pour les Worlds. C'est vrai que ça fait longtemps que j'annonce ça, j'aurais dû le faire cette année. Et normalement je vais essayer à partir de la rentrée prochaine, donc la prochaine saison probablement qui commencera en octobre 2023, de reprendre le jeu de cartes, d'aller faire quelques régionaux, d'essayer de me qualifier au championnat du monde. Et puis on essaiera de faire des vlogs et des vidéos autour de ça, on verra si j'ai le temps. Malheureusement j'ai pas eu le temps cette année. J'espère avoir le temps sur l'année qui arrive. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous verrez ça en vidéo si ça. On a John qui me demande quel sleeve j'utilise pour ma collection. J'ai eu pas mal d'autres questions sur comment ranger ma collection, etc. Moi, personnellement, j'utilise les KMC Perfect qui sont en vente sur la boutique pour ranger mes cartes. Et mes cartes, je les mets dans des classeurs quadro comme ceci. Donc, c'est du 3, c'est du 4 par 3. Et j'utilise les pages de classeurs qui vont avec, c'est les Ultimate Guard Quadro tout simplement, qui sont en vente également sur la boutique. Pour moi c'est ma manière préférée de ranger mes cartes. On a Idir qui me demande est-ce que j'ambitionne d'obtenir un jour un Graal du hobby, Illustrator, Trophy, SSB, TMB, etc. Bonne question Idir, alors honnêtement c'est pas du tout dans mes plans d'obtenir des cartes qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, ça me semble pas du tout réaliste. C'est vrai que peut-être d'une vision extérieure vous avez l'impression que je rachète des milliards de cartes tous les jours, mais là en fait si je devais acheter je sais pas un trophy, même un illustrator ou autre, ça voudrait dire que je vends absolument toute ma collection pour le faire, ce qui n'est pas quelque chose que j'ambitionne aujourd'hui. Mais du coup j'en profite pour répondre également à la question d'Ali Loussan, quelle est la carte que je souhaite le plus. Voilà, si on devrait baisser d'un cran, pas les Graal à des centaines de milliers d'euros, mais des cartes déjà qui valent très cher que j'aimerais obtenir. On a bien entendu le Trophy Kangaskhan qui est une carte magnifique que j'aime beaucoup, et puis on a également le Mentali et Noctali Play Promo en japonais, qui sont deux cartes qui sont dans ma top des cartes que j'aimerais avoir, qui valent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros chacune, surtout si elles sont gradées. Et donc ça ce serait la carte, mes objectifs un petit peu à moyen terme en termes de grosses cartes. Il me demande aussi quelle est l'ouverture de display de mes rêves. Je dirais que ce serait un display Legendary Collection. Ce serait très haut dans la liste des displays que j'aimerais qu'on ouvre ensemble. On a Benji qui demande est-ce que je pense que le bloc Écarlate Violet va être un flop au vu des premières séries. Et on a aussi Inaï qui demande j'en pense quoi des choix pris par Pokémon sur les types de cartes qui sortent actuellement dans une nouvelle série. Alors Benji, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Pour moi, Écarlate Violet part extrêmement bien pour un nouveau bloc. J'ai jamais vu des premières séries aussi qualitatives. EV1, c'est une très bonne série, je trouve. Écarlate Violet 1, honnêtement, c'est peut-être la meilleure première série d'un bloc, à mon avis. C'est tellement mieux que Diamant et Perle, la première série, XY, Noir et Blanc, qui étaient des catastrophes. Toutes ces séries, c'est une cata. Soleil et Lune, la première, c'est horrible. Épée Bouclier, la première, c'est vraiment pas ouf. Donc là, franchement, pour moi, Pokémon a absolument pris la bonne direction, que ce soit avec les airs qui sont des cartes magnifiques à des budgets très abordables, les alternatives, surtout avec des ratios comme on a en France,
qui sont excellents. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on ait une rareté un petit peu supérieure aux alternatives. Que ce soit par exemple avant comme on avait avec les alternatives VMAX, c'est toujours bien d'avoir un très 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 gros hit à aller chercher dans un display, et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu ça avec la nouvelle série, et ce côté gamble qui est parfois plutôt négatif. J'aimerais bien quand même qu'ils reviennent sur voilà, une ou deux cartes par série qui soient des trucs vraiment durs à aller chercher et qui motivent de fou qu'on peut avoir dans d'autres TCG où tu as cette carte alliée que tous les 30 displays, tous les 40 displays, etc. Mais peut-être que vous allez dire que j'abuse de fou, mais en tout cas moi j'aimerais bien. Nouvelle question de Pokébas qui me demande si j'ai arrêté Flesh and Blood. Alors c'est vrai que j'ai arrêté de jouer aux cartes Flesh and Blood, par contre j'ai toujours ma collection, j'achète toujours de temps en temps des cartes que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai plus le temps de faire du compétitif, et Flesh and Blood, si vous faites pas de compétition, pour moi ça a moins d'intérêt que aller jouer à un Magic, One Piece ou autre, qui sont quand même beaucoup plus casual friendly. Flesh and Blood, ça demande quand même un certain niveau d'exigence, un certain rythme de jeu très régulier pour avoir un niveau correct. Et du coup, c'est vrai que j'ai lâché, mais je trouve quand même que le jeu est toujours aussi bon, et que c'est le meilleur nouveau jeu depuis toujours. Franchement, c'est un excellent jeu. Je vous conseille tous d'essayer. Et d'ailleurs, le jeu fait que continuer à monter en popularité, donc ça fait plaisir de suivre ça. Et ça fait plaisir de voir sa collection monter en valeur, bien sûr. Franchement, jeu excellent. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions liées à la gradation. On a Julien qui demande qu'est-ce que je pense de la multiplication des sociétés de gradation en France. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise chose. Par contre, on l'a bien vu, il y en a beaucoup moins de nouvelles en ce moment. On en a beaucoup aussi dont on n'entend plus du tout parler. Donc, c'est normal. Il y a eu plein de gens qui se lancent. Il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Et sûrement dans l'année qui arrive ou la prochaine année, on verra quand même que plus que 2 ou 3 ou peut-être 4 acteurs restés. Donc c'est pas une mauvaise chose que plein de gens se lancent. Après il faut que le taf soit bien fait, malheureusement c'est pas souvent le cas. Mais aujourd'hui je pense qu'en France on a quand même pas mal d'options qui sont plutôt pas mal. Du coup on a Joe qui me demande quel prestataire je choisirais pour grader mes cartes s'il n'est plus possible de faire grader ces cartes en dehors de l'Europe. Franchement, c'est compliqué parce que les sociétés qu'on a en France et en Europe ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Aujourd'hui, c'est compliqué de choisir. Donc, je pense que ce serait quelque chose en soit CCC, soit SGS, soit Ace Grading. Mais, ou alors ne plus grader ses cartes. Honnêtement, ça peut être aussi une option qui est légitime. Donc je sais pas, honnêtement, j'ai pas la réponse, j'ai pas assez testé ces 3 sociétés pour me fixer honnêtement. Ensuite on a Eilush qui demande quelles sont les choses qui te procurent le plus de satisfaction, joie dans ton travail. Question très intéressante, merci. Honnêtement, les moments qui procurent le plus d'adrénaline, de joie, etc. Je dirais que c'est les moments où on rachète des collections, surtout des grosses collections, ça arrive rarement. Le moment où tu découvres la collection, le moment où... tu négocies, et après quand tu récupères la collection et que tu la regardes comme ça dans la voiture ou dans le train, tu vois, cet instant de découverte d'une collection, c'est peut-être le moment le plus satisfaisant. Et sinon je dirais franchement les lives, sinon sur Twitch, j'adore faire des lives, discuter avec les gens, ouvrir des boosters, etc. C'est toujours un très très bon moment. Ensuite on a MZK qui demande pourquoi les displays évolution céleste on pump d'un coup. Je pense qu'il y a pas mal d'explications à ça. La principale étant que quand ça a revenu, quand il y a eu un restock d'évolution céleste il n'y a pas longtemps, les gens ont cru qu'il y en avait des tonnes et des tonnes alors que c'était pas vraiment le cas. Beaucoup de gens en ont ouvert, et ensuite il y a eu des rumeurs sur un futur reprint, évolution céleste, etc. Le moment où ça parlait de restock de toutes les séries épée bouclier, etc. Mais en fait il n'y a pas eu de restock pour Évolution Céleste à part quelques blisters, et du coup les gens se sont un petit peu enflammés, et ça reste un petit peu la série qui a rendu fou tout le monde. Donc tout le monde s'est jeté sur des displays, et tout simplement ça a entraîné l'évolution que vous avez vue de ce marché. Ce qui va se passer après pour ces displays, je peux pas le prédire, mais je ne les vois pas vraiment redescendre, à moins qu'il y ait un nouveau en restock, mais j'en doute fortement. Mais du coup pour continuer sur le sujet, on a Corante qui demande est-ce que investir sur du récent est une bonne chose? Alors ça malheureusement je ne peux pas donner de conseils en investissement, mais alors juste regarde ce qui s'est passé dans le temps sur Pokémon. Voilà, tu peux voir que de toute façon, même si tu achètes pour 1000 € de display, est-ce que ça va baisser de prix? Pour l'instant c'est pas parti pour, on sait jamais ce qui peut se passer. Par contre bien sûr ne pense pas être un génie si tu achètes des displays Évolution Céleste ou n'importe quelle série épée bouclier et que tu les mets de côté.
Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, plus que vous ne le pensez. Et du coup, bah, ça va sûrement monter, mais dans des proportions qui seront bien moindres par rapport à si vous avez des cases de Soleil et Lune, quoi. On a Matt qui demande si je vais développer la boutique avec d'autres TCG, Yu-Gi-Oh, Magic, etc. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on fait depuis One Piece. Voilà, avant One Piece, on faisait vraiment que du Pokémon. Maintenant, on propose du One Piece, du New Arena, du Vice Schwartz, etc., etc. On va proposer du Lorcana quand ça sortira. Du Yu-Gi-Oh, on en a proposé sur les reprints parce que c'est des trucs intéressants. D'ailleurs, il en reste. Ça sort le mois prochain, les reprints des premiers displays Yu-Gi-Oh! Il en reste sur la boutique, c'est très cool. Mais tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Dans le reste des séries, du Magic, etc., ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Tout simplement parce que Magic, il n'y a aucune marge à faire sur ce TCG en termes de produits scellés. Pour les cartes à l'unité, on se spécialise sur Pokémon, on n'a juste pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Déjà sur Pokémon, rendez-vous compte, on a des milliers et des milliers de cartes qui ne sont pas listées, qui attendent d'être listées, qui sont dans des classeurs, des collections qu'on a rachetées. Vraiment des milliers et des milliers de cartes qu'on n'a pas le temps de gérer. Donc si on devait se lancer sur d'autres TCG, laissez tomber. Donc aujourd'hui on se diversifie sur le scellé, sur des trucs qui sont intéressants, où on peut gagner un peu d'argent. Parce que si c'est pour gagner 2 € sur un display Magic, ça va pas nous intéresser. Il y en a qui le font très bien. Donc on va pas y toucher. Par contre, pour ce qui est des cartes à unité, bien sûr qu'on aimerait proposer des cartes à unité Magic, etc. Mais juste on n'a pas le temps. Encore des questions sur la gradation. On a Poké GC qui me demande mon avis sur le changement de CGC. Donc CGC qui arrête les subgrades et qui va devenir une espèce de PSA bis. Je trouve que c'est pas ouf ce changement, honnêtement. Le changement d'étiquette, je suis pas très fan. Et ce changement de notation, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, franchement. C'est-à-dire que si vous avez un 9,5 chez CGC, bah, vous pouvez le faire devenir un 10, ce qui n'a aucun sens du coup. En fait, CGC veut juste essayer de faire du PSA, mais version un peu cheapos, donc pas très fan de ces changements. Ils avaient leur identité propre, mais ils ont décidé de devenir un espèce de PSA. Voilà, bizarre. On a PokéGC qui me demande également mon avis sur BGS et plus particulièrement le Black Label. BGS, c'est pareil, honnêtement, je suis pas fan. Ils ont récemment revu un petit peu à la baisse leur standard. Avoir un Black Label, c'est devenu plus facile. Ils ont essayé même plusieurs fois de changer d'étiquette, de changer de système de notation ces derniers mois, voire années, et à chaque fois c'était un tollé. J'ai l'impression que BGS c'est extrêmement mal géré et j'ai peu confiance en cette société, je vous l'avoue. Mais BGS ça reste quand même une société qui donne de la valeur à vos cartes, surtout si vous avez 10 ou un Black Label. Donc ça a du sens de grader chez BGS si vous avez des cartes en état parfait. Mais moi je fais pas trop confiance à la société derrière. On a deux petites questions sur One Piece. On a Gogeta qui demande ce que je pense de l'évolution du TCG One Piece. Est-ce que j'y vois un bel avenir? Alors moi je ne joue pas au jeu, donc je pourrais pas t'apporter ma vision en tant que joueur. J'aurais bien aimé y jouer, malheureusement à Paris, à cause des problèmes de stock qu'il y a eu sur les premières séries, j'ai pas pu vraiment jouer au jeu. On verra avec le futur, peut-être que d'autres boutiques se lanceront et je redonnerai sa chance au TCG qui est vraiment cool, le jeu est vraiment sympa. Pour ce qui est d'un avis de collectionneur, je trouve que la direction qu'a pris One Piece est excellente. La série 1 et la série 2 étaient vraiment des superbes séries. La série 3 était largement en dessous. Et la série 4, ils ont fait toutes les bonnes décisions qui font que c'est une série incroyable. C'est la meilleure série de toutes pour moi sur les 4 sorties. Donc il va falloir attendre un petit peu sur One Piece. On va voir ce qui se passe sur la série 5, la série 6, etc. Pour l'instant, les créateurs du TCG se cherchent encore. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même trouvé là où il faut aller. Les cartes sont magnifiques et moi je pense que ce sera un des TCG qui va durer, honnêtement. One Piece, j'ai vraiment confiance. Et du coup on a une question de Baptiste qui demande c'est quoi mon objectif de collection sur One Piece. Donc à One Piece il n'y a pas vraiment de master set, mais One Piece je fais les full sets de toutes les séries en japonais et en plus de ça j'ai essayé d'aller chercher les promos, etc. Il y a des promos de tournois qui valent extrêmement cher. J'aimerais bien les obtenir, mais pas à n'importe quel prix. Donc mon objectif sur One Piece, ce serait d'avoir toutes les cartes. Pour l'instant, je suis bien parti pour, mais il me manque les plus grosses cartes. On m'avait posé beaucoup de questions intéressantes, alors on va continuer jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les sujets. J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas et que vous apprenez des choses. On a Poki Riviera qui me dit peut-être une question bête, mais pourquoi se focus sur le japonais? Il y a plusieurs raisons, franchement, pourquoi se focus sur le japonais. La qualité des cartes qui est meilleure, l'accessibilité des cartes anciennes qui est beaucoup plus accessible. Voilà, si vous voulez collectionner du Wizard, BlockX, etc., ça coûte beaucoup moins cher en japonais.
Troisième autre chose, il y a beaucoup de cartes qui sont des exclusivités japonaises qui m'intéressent. Voilà, j'ai toujours aimé particulièrement les exclusivités. Et ensuite, peut-être quatrième raison, on a beaucoup de cartes qui sont juste plus jolies en japonais tout simplement, que ce soit grâce au bord gris, la brillance qui est meilleure, etc. etc. Des cartes qui n'existent qu'en holo en japonais. Voilà, il y a pas mal de raisons qui font que je préfère le japonais aujourd'hui. D'ailleurs, on a Ilan Dubourg-Palette qui me demande où en es-tu de tes objectifs de collection. Du coup là je suis à 2 doigts de finir tout ce qui est original Era japonais, donc c'est-à-dire tout le Wizard japonais, ce qui est équivalent au Wizard. Il me manque seulement quelques promos, quelques cristals et 1 ou 2 Shining pour finir. Donc ça ce sera fait dans les prochains mois. Je pense que quand j'irai au Japon je finirai tous mes objectifs sur ces séries là. Ensuite, pour ce qui est du récent, j'ai tout complété. Je suis à 100% sur tout ce que je voulais faire sur le récent. Il me manque quelques box poncho. La box poncho Team Skull que je n'ai pas et la box des 15 ans que j'aimerais obtenir. Là, récemment, j'ai envoyé en gradation les quelques dernières cartes récentes qu'il me manque en PSA 10 pour ma collection de cartes récentes. On verra ensemble sur les prochaines vidéos si elles sont PSA 10 ou non. Et j'ai également fini ma collection de cartes des Worlds en français. J'ai obtenu la dernière qui me manquait très récemment. Donc là, j'ai quasiment fini tous mes objectifs actuels. Ce que je vais faire, c'est me lancer sur le BlockX japonais. Ce sera le prochain gros objectif qui va me prendre une grosse partie de l'année. Et puis ensuite, l'idée, c'est de faire tout simplement Diamant et Perle et AGSS. Et j'ai pas pour ambition de faire noir et blanc, etc. pour l'instant. Donc j'aimerais bien aller jusqu'à AGSS en japonais et après on verra ce qui se passe. Justement, on a Klaben qui me demande est-ce que au bout d'un moment je vais pas m'ennuyer si j'arrive à finir tous mes objectifs de collection. Franchement, je sais pas, on verra, mais j'ai l'impression que les objectifs sont un petit peu limités dans Pokémon en tout cas. Et puis même si j'ai fini tous mes objectifs Pokémon, il restera One Piece qui va continuer et puis toutes les nouveautés aussi que j'achète. Et qui me hype, mais il restera toujours des choses que j'aurai pas. Franchement, c'est tellement compliqué. Un autre objectif d'ailleurs que je vous ai pas évoqué, c'est la collection de tous les boosters en japonais. Il m'en manque beaucoup sur le BlockX, mais j'ai quasiment fini tout ce qui est noir et blanc, XY, AGSS, tout ça j'ai fini. Et il me manque des diamants et perles et platines. Il me manque du BlockX avant d'avoir quasiment tous les boosters japonais. Mais après il me restera toutes les séries annexes, les boosters McDonald's, les boosters VS, etc., etc. Vous avez vu, c'est vraiment quasiment sans fin ce hobby. Ensuite on a Mastage qui me demande si je peux garder qu'une seule carte de ma collection, quelle serait cette carte et pourquoi. Moi je suis pas particulièrement attaché à une carte spécifique de ma collection, je les aime toutes. Mais si je devais vraiment en choisir qu'une seule, je dirais la Pikachu Battle Festa 2016 en PSA 10. Pourquoi ? Parce que c'est une carte que je trouve vraiment incroyable, qui représente pour moi ce que j'aime dans les cartes récentes Pokémon. Il y a beaucoup de gens qui se focus soit sur l'ancien, soit sur le très récent. Moi j'aime tout dans Pokémon, j'aime les cartes anciennes et j'aime les cartes récentes. Cette carte elle combine un petit peu les deux. On a à la fois le full art des nouvelles cartes et on a à la fois nos cartes de la Gen 1 qui sont des cartes que j'aime beaucoup, donc je dirais cette carte là. On a Holotroc qui me demande mon opinion sur le marché en ce moment et ses potentielles dérives, ventes aux enchères, etc. J'imagine que Holo parle de ce qui se passe un petit peu en ce moment avec le prix des box break et ce genre de trucs. Je trouve que c'est vraiment bizarre ce qui se passe en ce moment. On a eu des périodes où il se passait des trucs extrêmement bizarres sur les applis d'enchères. Et actuellement, je trouve que c'est vraiment bizarre aussi ce qui se passe. J'arrive pas à l'expliquer. Voilà, c'est pas du casino Pokémon. Il faut pas payer tes boosters 10 fois le prix que ça vaut en magasin. Quel est l'intérêt ? Honnêtement, moi j'ai toujours vendu les boosters en opening à un prix fixe. Mais en ce moment, il y a des enchères avec des boosters qui partent à des 30 € alors que ça se trouve encore à 7 €, 8 € sur eBay. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Donc je pense que c'est pas spécialement très sain pour le marché. Après je pense que c'est aussi les gens qui achètent, c'est pas des gens qui sont des collectionneurs en fait, c'est plus des gens qui sont là pour jouer au casino. Et du coup il faudra peut-être essayer de vivre avec cet écosystème là. Il y en a qui en profitent bien, mais tant mieux pour eux, mais arrêtez d'acheter des boosters 15 balles alors que ça en vaut 6 quoi. Enfin vraiment, faut arrêter hein. On a le domaine qui nous demande comment j'explique la montée exponentielle du japonais. Et est-ce que le français va se casser la gueule ? Alors déjà je pense pas que le français va se casser la gueule, je pense que les deux sont pas du tout corrélés.
La montée exponentielle du japonais, elle s'explique par plusieurs trucs, c'est assez compliqué. J'ai eu beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Alors à la fois on a les boutiques au Japon qui se sont mis à faire des buy lists, c'est-à-dire des listes de rachat. On n'a pas ça en France, hein. Des listes de rachat de plus en plus chères avec des cartes de plus en plus chères. Déjà la première chose à noter, c'est que ces listes de rachat, c'est pour des cartes mint absolument parfaites. Et souvent les gens confondent ça avec juste ils vont te racheter ta carte, peu importe l'état, à 7000 euros. Bah non, il faut que ta carte soit absolument parfaite. On a également l'apparition au Japon d'espèces de sites de vente sur loterie qui font que ces sites-là ont racheté énormément de stock et que derrière, en fait, tu peux juste payer 10 euros et tu fais partie des 10 000 personnes qui ont une chance de remporter la carte qui vaut 100 000 euros en fait. Et ça, du coup, ça entraîne une montée des prix parce qu'on a des sociétés avec beaucoup d'argent qui peuvent se permettre de racheter beaucoup de cartes très chères, peu importe le prix, puisqu'au final, on va les proposer en loterie à des gens et ces gens-là n'auront que 10, 20, 30 euros à mettre pour essayer de gagner cette carte. Donc ces deux phénomènes-là ont fait que, entre autres, ça a fait monter le prix des cartes. Il y a également, j'imagine, pas mal de manipulation de marché, surtout des boutiques. C'est simple, hein, vous avez 100 fois un item, vous mettez un prix de rachat en mode je le rachète 10 000 euros cet item, alors qu'en fait il en vaut 5 000. Donc les gens se disent c'est quoi ce bordel, ils vont venir pour vous le vendre. Ok, bon, vous en rachetez 2 ou 3 et vous faites ah ça y est, on en a racheté assez. Et d'un coup le marché va péter et vous allez bien vous mettre pas mal de thunes dans les poches, vous aviez 100 fois l'item scellé. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a des choses aussi dont on n'est pas au courant. Il y a peut-être des youtubeurs, peut-être des influenceurs au Japon qui ont joué leur part dans ces montées des prix. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant ce qui se passe. Du coup, on a Eris qui demande si je pense que c'est une bulle ou si je pense que c'est une montée des prix pérenne, justifiée, etc. Alors, à mon avis, c'est une bulle. Après, la réalité, c'est est-ce que les prix vont vraiment s'éclater ou pas? J'ai l'impression qu'on va retrouver des prix. D'ailleurs, c'est en train déjà de se calmer au Japon. De ce que j'ai pu noter, les prix sont quand même déjà bien redescendus et sont en train de redescendre pour tout ce qui est des traîneuses, etc. Donc, je pense que ça baissera, mais on n'arrivera jamais à quelque chose de similaire à ce qui était déjà il y a 6 mois. Parce qu'on a des prix qu'on fait x10 entre temps, peut-être que ça divisera par 5, mais ça restera x2 par rapport au prix que nous connaissions. Par contre, pour ce qui est de prix, par exemple des alternatives de Soleil et Lune, ce genre de cartes, à mon avis, ces cartes-là étaient sous-cotées, clairement, vu la rareté des cartes, et leur prix me semble justifié maintenant. Donc à la fois il y a des prix qui paraissent totalement injustifiés, hein, par exemple des traîneuses qui sont montées de 1000 euros à 10 000 euros, par exemple des Solgaleo Lunala qui se vendent à 2000 euros alors que ça a coûté 300 euros il y a quelques mois. Ça me semble injustifié. Par contre, qu'on retrouve certaines alternatives très très rares de Soleil et Lune qui montent, certaines promos, certaines alternatives même récentes qui étaient un petit peu sous-cotées et qui montent, moi ça me paraît normal. Et pour ce qui est des séries récentes, j'ai l'impression que ça va continuer, hein, que à chaque fois la dresseuse alternative de la série ce sera la carte la plus chère. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut en profiter, il faut profiter de ça pour pouvoir acheter les alternatives de Pokémon à des super bons prix, les AR à des prix super bas. Grâce à certaines cartes qui valent très cher, on se retrouve avec la plupart de la série qui ne vaut rien. Et ça, c'est plutôt cool en vrai. Et du coup, on a Théo qui demande est-ce que je pense que les dresseurs français prendront en cote un jour face au marché japonais? Théo, je pense que c'est déjà légèrement le cas, juste les gens n'ont pas réalisé encore. Mais déjà, quand vous regardez tout simplement EV2, la carte la plus chère, c'est une dresseuse, c'est Machine. Et ça, on se fait totalement influencer par le marché japonais là-dessus, hein. En aucun cas ce serait sorti il y a un an, Machine aurait été la carte la plus chère, non, mais actuellement c'est ce qui se passe. Et il y a également pas mal de dresseurs sur Soleil et Lune notamment qui coûtent très cher en français, donc à voir, on verra ce qui se passe par la suite. Mais c'est possible que le marché des dresseurs français prenne un petit boost sur les prochains mois. D'ailleurs Théo demande aussi si c'est possible de travailler pour nous. Alors pour l'instant c'est pas le cas. Dans les prochains mois on va chercher sûrement quelqu'un, que ce soit en stage ou en alternance. Voilà, pas un CDI malheureusement, on peut pas encore se le permettre. Mais une fois qu'on aura déménagé sur nos nouveaux bureaux, on recherchera probablement quelqu'un pour nous aider et je vous tiendrai au courant là-dessus. On a Justin qui demande ce que je pense de Pokémon en France par rapport au reste du monde. C'est une question intéressante qui est trop vaste. Franchement c'est très très vaste pour y répondre. Mais pour tous ceux qui collectionnent de l'ancien français,
qui est extrêmement cher. Je trouve que l'ancien français est extrêmement cher. Que ce soit le BlockX ou Wizard, les prix sont parfois absolument débiles. Donc quand on parle de bulle au Japon, réfléchissez à si en France on n'est pas dans une vraie bulle sur l'ancien français, sur le BlockX ou le Wizard. Quand on voit des ventes parfois à 10, 15, 20 000 euros de cartes françaises en pop 1 ou 2, normal, personne n'a gradé ces cartes-là encore. Je me demande vraiment si les acheteurs français réalisent parfois ce qu'ils sont en train de faire. N'oubliez pas que le français n'intéresse que les Français et que comparé à de l'anglais ou du japonais, on ne représente qu'une miette. Et il y a très peu de gens en France capables de lâcher 10 000 euros plus dans une carte. Donc méfiez-vous avant de mettre des sommes folles dans du Pokémon français. Méfiez-vous parce que parfois ça va être très dur de lâcher ces items derrière. Alors j'ai eu pas mal de gens qui me demandaient si j'allais organiser des événements en France ou quoi que ce soit. Alors non, c'est pas prévu, c'est pas notre métier, on n'a pas le temps honnêtement. Même si j'aimerais bien moi qu'il y ait plus d'événements comme le Gala TCG, Belgium TCG, etc. Qu'il y ait plus de tournois, plus de bourses d'échange, etc. On va pas le faire, on n'a pas le temps. Mais en tout cas si vous faites des événements comme ça, n'hésitez pas à nous en informer, je partagerai avec grand plaisir. Parce qu'on a besoin de plus d'événements sur le TCG en France et s'il y en a d'autres, on participera avec grand plaisir. Pour finir, dernière question, j'ai eu beaucoup de questions de ce type-là. Où est-ce que je vois le marché de Pokémon dans 5 ans, dans 10 ans, dans le futur, le marché des TCG, etc. etc. Déjà les gars, je ne suis pas devin, mais si vous voyez à quel point j'investis de l'argent, du temps, de l'effort dans Pokémon, c'est que forcément j'y crois. Donc je ne suis pas la meilleure personne à laquelle il faut demander, peut-être que je ne suis pas objectif, mais moi je suis extrêmement hype par Pokémon, par la direction où va le récent, la direction où va l'ancien, le marché au global, le fait que tout se professionnalise, le marché de la carte gradée, tout, je pense que tout va dans le bon sens pour en faire un des marchés de collection les plus importants au monde dans les prochaines années, j'y crois fort. Et je serai là dans 5-10 ans, j'espère, encore une fois avec vous, et puis on pourra en reparler à ce moment-là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai répondu à plus de 30 de vos questions. J'ai essayé de faire le plus de détails possible en le temps le plus court possible. Voilà, cette vidéo encore une fois est beaucoup trop longue, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la poser sur le Discord et puis d'autres gens et moi j'essaierai d'y répondre également. Et on se retrouve dès vendredi pour le live sur Voct et très bientôt pour d'autres belles choses. Ciao.